Bonjour à tous et bienvenue dans ce témoignage de notre vie en tiny house après 3 mois, 3 mois maintenant qu'on habite sur ce beau terrain à Sulzbach en Alsace dans notre petite maison, notre petite tiny house, notre petit chez nous, notre petit chez nous autonome, et on va vous partager un petit peu les différents points du quotidien qu'on a repérés qui peuvent peut-être vous intéresser si vous aussi vous pensez peut-être un jour habiter en tiny house et que vous faites plein de recherches sur internet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera instructive et qu'elle vous apportera plein de réponses à vos questions. On refera probablement l'expérience cet hiver, quand on aura passé un hiver en tiny house, et je pense qu'on aura plein de nouvelles choses à dire qu'on n'aura peut-être pas eu l'occasion d'expérimenter cette fois-ci. Mais je pense qu'on a déjà plein de choses à vous dire, donc c'est parti. Alors, déjà au niveau de notre changement de mode de vie, donc moi j'habitais avant chez mes parents dans une grande maison, 280 mètres carrés à la campagne. Donc c'est vrai que j'attendais depuis longtemps parce que ça faisait 3 ans que j'étais sur la construction de ma petite maison. Et je savais pas trop ce que ça allait donner. J'avais fait beaucoup de tests, beaucoup d'expérimentations, j'avais visité des tiny houses, voir ce que ça pouvait donner que d'habiter dans un si petit espace. Mais au final, chaque tiny est différente et correspond à son propriétaire et est aménagée de façon optimisé pour la personne qui habite dans la tiny house. Donc je me voyais pas dans toutes les tiny houses que j'avais visitées, je me voyais pas forcément habiter. Mais aujourd'hui, je suis vraiment agréablement surpris du résultat. En fait, au bout de 3 mois, on se sent, enfin moi, je me sens vraiment à l'aise. Je sais pas si c'est ton, cas aussi. Ouais. Dis-nous un petit peu de où est-ce que tu habitais avant, du coup. Du coup, moi avant, j'habitais dans un duplex en ville avec du coup ma sœur et puis ma mère. Donc on était 3 dans un duplex. Puis il était assez grand aussi, qui faisait bien 100 mètres carrés. Ouais, quand même, ouais. Et c'est vrai que le changement, je trouve qu'il n'a pas été tellement difficile finalement. Puisque avant, je partageais l'espace avec 3 personnes, mais du coup, je vivais essentiellement dans ma chambre. Et c'est vrai que là, on a une tiny entière pour nous deux, quoi. Enfin, c'est 20 mètres carrés, vraiment optimisé au maximum. C'est vrai qu'on dit qu'on habite dans des grands espaces. Moi, je disais 280 mètres carrés, mais au final, j'habitais pas du tout dans 280 mètres carrés. J'habitais dans le salon, dans la cuisine éventuellement, et puis dans ma chambre, quoi. Donc ça, c'est un espace qui, au final, est pas si grand que ça. Mais en tout cas, c'est cool d'être aujourd'hui propriétaire à 20 ans, de pouvoir se dire qu'on est propriétaire, et en même temps, on est SDF aussi. Hein. Un peu, ouais. Parce qu'on est sans domicile fixe, parce que l'objectif, c'est de bouger avec cette tiny house, de bouger tous les 3 mois, tous les 6 mois, peut-être voir à une fréquence plus importante à l'avenir. Mais en tout cas, de profiter de cet aspect mobile qu'offre la tiny house et du coup de ne pas rester trop longtemps sur un même terrain. Pour pas trop ancrer les habitudes et pour pouvoir changer. Ouais, c'est ça, pour sortir un petit peu de notre zone de confort. Alors au niveau de l'autonomie, j'avais déjà fait une vidéo sur l'autonomie énergétique par le passé, donc si vous voulez toutes les informations sur notre installation, n'hésitez pas à aller la voir. Mais du coup, au quotidien, donc on est autonome au niveau électricité. Et au niveau de l'eau, parce qu'on n'est pas raccordé à aucun réseau, que ce soit pour les eaux grises, pour l'arrivée d'eau ou aucune arrivée d'électricité. Donc on a juste une bouteille de gaz qui nous sert pour cuisiner, pour l'eau chaude. C'est ça, et puis probablement pour le chauffage en hiver, mais ça on n'a encore pas pour l'instant de modèle de chauffage dans la tiny house. Mais on en a en réalité pas besoin parce qu'on tourne cette vidéo en plein mois d'août et qui fait super beau. Voilà. Oui, chaud. Et on a déjà traversé 2 canicules, on va en parler. Donc rapidement, on a donc pour l'électricité 4 panneaux photovoltaïques de 250 watts crête qui sont sur le toit. Pour le stockage, on a une batterie au lithium 24 volts en 100 ampères, c'est une batterie au lithium. Si vous voulez plus d'informations sur cette batterie, n'hésitez pas à aller voir en description. Et donc pour l'onduleur, on a qu'un circuit de courant 230 volts dans la maison et c'est un onduleur en 3000 volts ampères, donc un petit peu moins de 3000 watts pour ceux qui connaissent, et ça suffit largement. Pour l'instant. Pour l'instant en tout cas, mais je pense qu'on sera plutôt limite au niveau batterie, mais c'est prévu je pense qu'on en aura besoin d'une deuxième batterie de même capacité pour passer l'hiver. En tout cas, c'est pas sûr, mais pour être vraiment confort, et là on utilise vraiment tout ce qu'on veut dans la tiny, c'est-à-dire si on veut brancher une machine à laver, si on veut brancher une bouilloire électrique, si on veut, tout ce qu'on veut. Sèche-cheveux. Vraiment, sèche-cheveux. Sur la configuration qu'on a aujourd'hui, vous branchez tout ce que vous voulez. Et donc ça, c'est vraiment cool aussi de se dire qu'on n'a aucune limite de confort à ce niveau-là. Tu voulais dire quoi? Je voulais juste dire que du coup, à l'heure actuelle, on branche quand même pas mal de trucs. Ouais. Enfin, on se limite pas du tout, vu qu'on est en plein mois d'été en fait. Donc moi j'ai ma trottinette électrique que je recharge tous les jours, plusieurs fois. On a plein d'appareils électroniques. On a, ce qui ne consomme pas forcément le plus, hein, le multimédia et tout ça.
on a tout le temps nos téléphones en charge, Ouais. ordinateur, tout ça, mais ça consomme pas grand chose. On a la pompe aussi qui consomme un petit peu, mais c'est quelques secondes par heure, donc à peine quand on pompe de l'eau, donc c'est vraiment pas grand chose. Après, on pourra se permettre de brancher. Aujourd'hui, on pourrait se permettre de brancher ce qu'on veut dessus, même un chauffage. Ça passerait en hiver, justement. Je sais pas si ça passerait un chauffage électrique, mais en tout cas, en été, ce serait possible de brancher même une climatisation si on veut. Ce serait possible. Donc, c'est bien de se dire que on n'est pas du tout limité. Comme on le pensait peut-être au départ. Pour ajouter juste un truc, en fait, rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que moi, je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile à vivre. C'est un grand mot, mais que ça allait être plus compliqué à mettre en place. Le fait les habitudes et tout, tu vois. Au niveau de la vie en tiny house, ou le fait de ne pas être connecté au réseau? Ouais, l'autonomie en tiny house, je pensais que ça allait être bien plus difficile à vivre au final. Qu'il allait falloir faire attention à quand ouais, est-ce qu'on branche, tout etc. le temps, faire gaffe, se limiter et tout, alors qu'au final, en tout cas pour l'instant, pas du tout en fait. En réalité, on n'a pas du tout fait... En plus, j'ai positionné la tiny sur un terrain et je suis positionné avec les panneaux orientés plein nord. Ah ouais, donc ce qu'il ne faut pas du tout faire, mais c'est complètement à l'inverse de l'optimisation maximum et on est toujours en batterie pleine parce qu'il y a du soleil en été et qu'il y en a pendant une très longue plage horaire, donc ça suffit largement en fait pour recharger les batteries. On peut parler un petit peu de l'autonomie en eau du coup? Ouais. Qu'est-ce qu'on a en eau? Qu'est-ce qu'on a comme réserve d'eau? Bah du coup, on a un grand réservoir de 300 litres d'eau. Donc notre eau c'est de la récupération d'eau de pluie. Et du coup, on la filtre avec... on a une série de 3 filtres pour l'instant. Alors, on la boit pas encore, cette eau, parce que les filtres qu'on a, c'est un filtre en 60 microns, un filtre en 30 microns et un filtre en 10 microns au charbon actif. Ouais, c'est bien ça. Et du coup, l'objectif, c'était de mettre ou un filtre... comment ça s'appelle? Un filtre par décantation... j'ai perdu le mot, mais je le mettrai sur la vidéo. Ou alors un filtre à UV qui permettrait également de consommer l'eau et de pouvoir la purifier, d'enlever les bactéries et les virus qui seraient dans l'eau. Et à ce niveau-là, on pourrait la boire. Aujourd'hui, on a une fontaine dans le village, donc on a la chance d'avoir ça. Et en réalité, on n'a pas de toilettes non plus dans la tiny house. Non. On prévoit d'avoir des toilettes sèches pour bientôt, mais on a aussi des super toilettes publiques dans le village. Tout à côté, là. Donc juste à côté, et du coup, en trottinette, en 30 secondes, on y est, et donc on n'a pas encore investi dans des toilettes. Non. Donc voilà, juste au niveau de cette eau potable, on ne la consomme pas, donc ça passe pas sur la consommation de l'eau de pluie, mais pour le reste, on a un réservoir donc, de 300 litres qu'on utilise pour faire la vaisselle, pour prendre des douches régulièrement, et pour se laver les mains, pour plein d'autres choses, même pour cuisiner, on peut l'utiliser sans problème. Et en réalité, ce réservoir, il vide pas du tout vite, et en prenant une douche, même quasi tous les jours. Même tous les jours, ouais, au moins une douche tous les jours, voire 2 douches par jour, parce qu'on est 2, et sans trop changer nos habitudes, en fait, on peut faire avec 300 litres. On a quand même traversé 2 canicules, une au mois de juin, 2 au mois de juillet, je crois. C'était l'été le plus chaud de tous les temps. Donc c'était une belle expérience. Mais au niveau de l'eau, oui, j'ai rechargé une fois le réservoir, mais pas en entier. Mais c'est parce que je partais plusieurs jours et je voulais pas te laisser seul avec un risque qu'il n'y ait plus d'eau, parce qu'ils annonçaient encore 10 jours de canicule et pas du tout de prévision de pluie. Donc voilà, mais sinon vraiment un super bon point au niveau de la récupération d'eau de pluie. Je m'attendais pas du tout à ce que ça marche aussi bien. Ouais, moi non plus. Et on est quand même à la période la plus défavorable pour la récupération d'eau, je pense, parce qu'il pleut quand même très peu. Contrairement à la partie autonomie énergétique où là on était plutôt dans la période la plus favorable, donc on verra ce que ça donne en hiver, comme dit on refera une vidéo à ce niveau-là. Mais en tout cas pour l'eau, voilà, c'est un super bon point. Donc globalement, au niveau énergétique, au niveau récupération et autonomie, on est vraiment content de notre vie actuellement et on s'en rend même pas compte en fait. On n'a même pas tant que ça besoin de faire attention. Moi je pensais que ça allait vraiment nous responsabiliser à fond que de devoir faire attention tout le temps. Alors certes on fait attention, on va pas laisser le robinet allumé pour rien. Mais vraiment, c'est pas si contraignant que ça. Ouais, on le faisait déjà, donc finalement... Oui, c'est ça, quand on a déjà pris une habitude de faire attention à ce qu'on fait, ça change vraiment pas tant que ça, les habitudes. Du coup, maintenant, on va poursuivre en vous parlant un peu de l'espace global de la tiny et des rangements. Du coup, pour l'instant, on n'a pas tous les rangements qu'il nous faudrait. Il manque 2-3 petits trucs, des étagères et quelques optimisations, en fait. Mais sous le canapé, en fait, on a aménagé tout un espace de rangement, enfin qui n'est pas encore tout à fait fini, mais... Mais globalement, du coup, on a tous nos rangements qui tiennent sous le canapé, et il y a quand même pas mal, il y a près d'1 mètre cube de rangement, mais à part pour la cuisine et pour la salle de bain, on aura d'autres rangements, mais sinon, tout tiendra là-dedans. Ouais, c'est principalement pour nos habits.
Et en fait, du coup, on n'encombre pas trop l'espace avec des meubles qui seraient trop visibles ou qui prendraient trop de place. Et on a vraiment tout sous le canapé. Et du coup, ça augmente l'espace intérieur de la tiny house. Et c'est vraiment un aspect cool. Plus on a d'affaires, forcément, plus ça va être compliqué de tout caser. Moi, et je pense toi aussi, c'était un peu l'inverse en fait. Ben, on sortait de chez nos parents, on n'avait pas grand-chose. Et en fait, du coup, on avait même presque plus de place que ce dont on avait réellement besoin par rapport à nos affaires. Ce qui n'est pas le cas forcément si vous emménagez en tiny après avoir vécu plusieurs années dans des maisons beaucoup plus grandes, où forcément on accumule beaucoup plus de choses. Plus on a d'espace, plus on va accumuler de choses, et inversement. Donc c'est vraiment en fait un bon point aussi à ce niveau-là. Et on n'est du coup pas du tout limité sur ce qu'on peut ou ne peut pas posséder en tiny house, en tout cas sur nos besoins réels. Je pense qu'on peut aussi un petit peu parler de l'aspect de qu'est-ce que ça fait de vivre dans ce petit espace. Alors je sais pas si tu partages ce point, mais il y a un point qui est vraiment très important pour moi. C'est les ouvertures, la lumière qu'on a dans cette tiny. Il y a des fenêtres partout. Alors effectivement, je crois qu'il y a un ratio officiel des fenêtres dans une maison, en tout cas un ratio classique. Et moi, je dois être à, je sais pas, je dois avoir explosé ce ratio de x2 ou x3. Mais en tout cas, ça donne un aspect agréable, et je pense même qu'à refaire, je mettrai encore plus de fenêtres. Donc c'est pour vous dire que j'en ai déjà beaucoup, je crois que j'ai 11 ou 12 fenêtres, qui sont des grandes fenêtres, certaines font 1 mètre par 1 mètre 60, donc c'est assez grand, on a un grand Velux aussi. Et je sais pas, tu partages ce point de vue? Je pense que sans les fenêtres, ça serait vite oppressant en fait, d'être dans un tiny, mais les fenêtres font que voilà, il y a de la lumière. Ça agrandit beaucoup l'espace. Ça agrandit l'espace en fait. Et du coup, ouais, au niveau, donc on a un grand canapé, et en fait je pense qu'il y a une chose qui est importante à faire en tiny, et ce que j'ai pas vu dans beaucoup de tiny, c'est d'essayer de ne pas faire tous les espaces trop petits, et vraiment d'essayer de rendre tous les espaces le plus grand possible. Et c'est vrai que du coup on a même la porte d'entrée, elle est grande, elle fait 1m10, on trouve quasiment pas de porte d'entrée qui font 1m10, elle est faite sur mesure, mais on a une cuisine qui fait je sais pas, 3 mètres de long. Limite moi avant dans la cuisine en fait chez ma mère, c'était bien plus grand, mais là je trouve que c'est mieux optimisé, donc en fait je peux plus facilement cuisiner. Donc ça veut rien dire en fait l'espace. Déjà la taille veut rien dire, mais après effectivement l'optimisation joue beaucoup. Mais c'est vrai qu'on n'a pas une kitchenette, on a vraiment une cuisine avec des meubles classiques, un plan de travail classique, un évier classique, une plaque avec 4 feux pour le gaz. Et au final, c'est vraiment ce qui nous correspond, ce dont on a besoin, parce qu'on cuisine quand même très souvent, tu cuisines beaucoup. Et ça c'est vraiment agréable de pouvoir bien manger en tiny aussi, bien sûr. En tiny ou pas en tiny d'ailleurs, mais voilà, cet espace, on a aussi une grande table pour travailler, pour bosser. Moi je bosse beaucoup à la maison, et donc j'avais besoin de ce grand espace, et j'avais pas vu ça dans d'autres tiny house, mais j'ai un bureau qui fait 65 cm par 2 mètres, donc c'est plutôt grand, qui est escamotable, donc ça c'est bien pratique. Mais voilà, donc j'aurais pas pu faire avec moins, et tout passe en fait. On a une grande cuisine, on a un grand canapé, on a un grand bureau, une grande porte, on a une salle de bain qui est correcte, on a 300 litres de réservoir d'eau de pluie, mais on manque de rien et on manque pas d'espace. En fait, on a vraiment optimisé tous les espaces pour qu'il n'y ait pas d'espace qui ne serve à rien. Et ça, c'est vraiment je pense, agréable. C'est agréable à vivre en tout cas. On peut peut-être parler un petit peu de la salle de bain. Qu'est-ce qu'il y en a à dire à propos de la salle de bain? Déjà on n'a pas de système de ventilation pour l'instant, on en aura en hiver, mais pour l'instant on n'en a pas du tout besoin, parce qu'on peut ouvrir les vitres en grand et c'est pas nécessaire. Je pense qu'on va acheter une VMC double flux, mais pour l'instant du coup on n'a rien à ce niveau là. Notre salle de bain du coup elle n'est pas tout à fait terminée, il manque un lavabo et il manque des toilettes sèches, mais sinon on peut parler un petit coup rapidement de la pompe. Alors quand on prend une douche, on a un groupe de surpression qui est intégré à la pompe qui fait environ 24 litres, et du coup toutes les douches en gros elles se mettent une fois en route, et en gros ça veut dire que on atteint le quota. On atteint le quota de temps, et du coup on a consommé environ 20 litres je pense pour une douche maximum, et en fait ça suffit. Alors, ouais, il y a un petit truc qu'on peut parler, c'est la consommation internet. Comment est-ce qu'on fait, vu qu'on n'est pas connecté, on est autonome au niveau branchement réseau et au niveau connexion internet, du coup on n'a pas de câble de raccordement. Donc aujourd'hui, tout simplement, on fait un partage de connexion avec son téléphone, et ça marche très bien. On n'a pas de box 4G ou quoi, j'ai un forfait illimité, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on consomme quand même beaucoup. Je crois on est là, il y a un mois où on a atteint 280 gigas quand même, donc c'est beaucoup, mais en fait ça marche très très bien. Et en fait on n'a pas prévu de changer, parce que
Pourquoi changer une technique qui marche? Alors à ce stade de la vidéo, vous devez sûrement vous dire que la vie en tiny house c'est génial et qu'il n'y a aucun inconvénient, mais c'est pas tout à fait vrai quand même. On en a quelques-uns qu'on a essayé de noter, mais en réalité ce ne sont pas des vrais gros inconvénients, mais c'est quand même des choses dont on tenait à vous parler, qui peuvent quand même être à prendre en compte. Parce que c'est des choses qui des fois sont vraiment pas pratiques ou agréables, ou il faut juste tout simplement le savoir. Certains de ces inconvénients, vous allez le voir, on peut y remédier, on l'a juste pas fait. Mais certains, ils sont un petit peu plus compliqués à prendre en compte. Un inconvénient, ouais. Alors moi, je dirais les petites bêtes, les mouches, les moucherons, les insectes en général. Ouais, je pense que c'est aussi parce qu'on est en été, mais il y a beaucoup d'insectes, effectivement. Et parce qu'on est dans un champ, c'est pas un champ, c'est quoi? C'est une plaine. Donc forcément... Une plaine, c'est un peu plus grand qu'un champ. Mais non, on est juste dans une petite prairie, en fait. Voilà. Et ouais, il y a plein d'insectes. Et il y a beaucoup de limaces aussi, mais heureusement, elles ne montent pas dans la tiny house. Deuxième inconvénient, les odeurs. Il faut savoir que dans un petit espace, les odeurs, les bonnes ou les mauvaises, sont très fortes. Et du coup, là, on a le cas, par exemple, où on a le système des égouts qu'on sent un petit peu dans la salle de bain, parce qu'il y a des remontées, effectivement, dans les canalisations, des eaux grises, et on le sent, du coup, on peut le sentir à certains moments pas mal. Je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. On peut peut-être des fois nettoyer nos canalisations et tout, parce qu'il n'y a pas une grande longueur de tuyaux. Mais après, il faut savoir que dans une tiny, les odeurs, on les sent tout de suite très fort. Et en été, c'est pas très grave, encore une fois. Mais en hiver, quand on peut moins facilement ouvrir les fenêtres, je pense que ça risque d'être plus embêtant. Donc on vous tiendra au courant de ce que ça donne à ce niveau-là. Du coup, un autre point un peu négatif, c'est donc là on est en été, donc forcément il fait très chaud. Il y a eu la canicule, et donc dans la tiny, il fait très vite très chaud. 39 degrés, presque 40. Il fait super chaud. Ceci dit, vu qu'il n'y a pas le soleil, c'est moins étouffant que dehors, quand même. Ouais. Mais en tout cas, ça chauffe aussi très vite, donc forcément, ça fait vite... c'est étouffant, en fait, on peut pas rester à l'intérieur. Alors, tout dépend forcément comment on est sensible à la chaleur, mais c'est étouffant aussi, on ferme pas tout pour essayer, on n'a pas de rideau, et ça, c'est aussi un point où c'est vrai qu'on l'a mis en point négatif, mais on peut y remédier. On n'a pas du tout de rideau ni de volet sur la tiny, à part pour le Velux, mais du coup... Ce qui fait que quand le soleil tape, forcément, il n'y a rien pour arrêter, donc il fait vite très chaud. C'est ça. Et en fait, on ouvre tout aussi, donc ça prend vite, la tiny house prend vite environ 5 degrés de plus que la température extérieure. Donc s'il fait 38 à l'extérieur, bon, c'est rare que ça monte au-dessus de 40, mais quand il fait 30 à l'extérieur, il peut facilement faire 35 dans la tiny house, parce qu'il y a un effet de serre, forcément, l'air est plus confiné, il y a moins de vent, donc on le ressent assez fort. Du coup, un autre point qui est relatif à cette histoire de rideau, du fait qu'on a beaucoup de fenêtres et rien pour cacher pour l'instant, c'est l'intimité en fait, tout simplement. Forcément, on nous voit. Donc, Et on n'est pas en pleine nature ici, donc on a une route qui passe pas très loin. Oui, les gens sont curieux, c'est normal. On a un cabinet d'architecture juste en face avec un vis-à-vis assez direct, qui n'est pas tout juste devant, mais pas loin. Et du coup, effectivement, c'est vrai que c'est une bonne idée, je pense, que de prévoir des stores ou des rideaux à l'intérieur pour avoir une ambiance un petit peu plus discrète. Voilà, voilà, donc parlons aussi rapidement du coup des points positifs. On les a déjà beaucoup abordés, mais du coup, pour moi, l'aspect principal, c'est la liberté. La vie en extérieur, qui est plus facile à aborder, du coup. Le coût, ça ne nous coûte rien d'habiter en tiny house, ou presque rien. On a juste le gaz qu'on paye, mais c'est quasiment rien. C'est du coup même pas 10 € par mois, donc pratiquement rien. Ouais, et du coup on l'a déjà dit, mais le fait que ce soit lumineux, agréable à vivre, qu'on soit proche de la nature. Et que ça responsabilise du coup au niveau de l'autonomie énergétique. On fait quand même plus attention du coup, et je pense qu'on a une attitude qui est plus responsable quand on sait ce qu'on consomme, quand on sait ce qu'on produit, c'est forcément plus responsable. C'est gratifiant aussi de savoir qu'on... Ouais, c'est vrai. Qu'on est responsable et qu'on est autonome, et c'est gratifiant en fait. Alors pour terminer cette vidéo, je vous ai demandé de me poser les questions que vous posiez sur la vie en tiny house, du coup après 3 mois, et vous en avez posé pas mal, et on va essayer d'y répondre. Alors du coup, première question de Quentin, quel point ou aménagement te manque ou te semble mal pensé dans ta tiny house actuellement ?
Alors c'est une bonne question, est-ce que tu as une idée? Ouais, j'ai un petit point. Il manque peut-être une tringle pour accrocher les vêtements ah oui, tu veux dire à la verticale. Genre ouais, une penderie en fait. Dans le canapé, ben, tout est plié à plat et c'est vrai que j'y ai pensé au moment de la conception. Pour les chemises, voilà, les trucs. Mais j'avais pas beaucoup de place et j'ai dû faire cette petite concession. Et ouais, c'est vrai que ça aurait été effectivement bien d'avoir cet espace. C'est un petit détail, mais... Mais ouais, c'est rien de... Puis sinon, moi j'aurais bien mis une baie vitrée en fait au-dessus du lit, sur le plafond, sur le toit du coup. Pas forcément qui s'ouvre, mais juste pour pouvoir admirer les étoiles et voir la pluie tomber. Enfin, je sais pas, je trouve que ça peut être sympa et ça coûte pas forcément très cher. Pas un Velux, pas besoin de s'ouvrir, mais juste une plaque de verre. J'ai vu une tiny house qui avait ça, je trouvais vraiment ça sympa. Et ouais, c'est 2-3 petits détails. Mais sinon, au niveau d'aménagement... Moi, perso, le soleil dans la tête... oui, mais avec peut-être un petit volet quand même dessus. Mais du coup, ouais, je vois vraiment rien au niveau d'aménagement qui soit aujourd'hui à refaire ou que je referais complètement différemment, en tout cas dans cette configuration de tiny house. C'est vrai que ça aurait été peut-être bien d'avoir un petit palier couvert, mais bon, vu comme je l'ai conçu, c'est pas possible. On pourra mettre une terrasse, mais vu qu'on compte bouger souvent, ben, c'est pas quelque chose qu'on prévoit dans les médias. Deuxième question de Pierre qui nous demande si en été on n'a pas beaucoup de moustiques dans la tiny house. Alors, des moustiques non, du coup, mais ouais, du coup des moustiques, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup. Alors ça, je pense que ça dépend beaucoup des coins en France, ouais, des régions. Mais du coup, ouais, des insectes, on en a beaucoup. Et en ce moment, on a énormément de mouches. Et bah sinon, on a des petits insectes, des araignées, des machins. Mais ouais, mais ça c'est rien de très très grave, quoi. Alors, troisième question de Christophe. Comment faites-vous pour supporter la chaleur dans une tiny house autonome où l'installation d'un climatiseur est quasiment impossible du fait de la consommation d'électricité? Bah du coup, ça, on l'a dit aussi. Est-ce qu'un groupe électrogène peut rendre possible l'installation d'une clim? Alors, bah du coup, Christophe, ça tout dépend de ton installation, de ta configuration sur ton installation autonome. Vu ce qu'on a, on peut tout à fait installer un climatiseur. Et en fait, c'est plutôt l'onduleur en fait, qui détermine la puissance des appareils qu'on peut utiliser. Et en optant du coup pour un onduleur encore plus puissant, peut-être 5000 voltampères, on aurait pu vraiment faire tourner tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, franchement, je pense qu'un climatiseur, même à 2000 watts, ça peut passer sans problème, du coup. Et du coup, pendant les fortes chaleurs aussi, on avait un ventilateur. Ouais, ventilateur, donc, c'est tout ce qu'on a. aller se baigner et voilà, pas rester enfermé en fait, tout simplement. C'est ça, c'est basique, mais c'est vraiment... Mais même dans une maison classique, hein, baignez-vous, rafraîchissez-vous. Il y a moins d'inertie thermique du coup sur les murs, donc on laisse tout ouvert parce que ça ventile et que c'est plus agréable, même si c'est plus chaud, mais en fermant tout, on pourrait avoir quelques degrés en moins quand même, et c'est vrai qu'avec un climatiseur du coup, on pourrait vraiment avoir une tiny house assez fraîche parce que c'est un petit espace. Donc, quatrième question, donc c'est Liam qui nous demande si on a déjà eu des manques d'eau ou d'électricité. Alors du coup, ben ouais, on a rempli une fois le réservoir durant la canicule pour l'eau et pour l'électricité, pas du tout. On est en été, donc production à max, je crois qu'on n'a pas déchargé les batteries en dessous de 90%, donc vraiment hyper bon point à ce niveau-là, en rechargeant tout ce qu'on veut. Et puis pour l'eau, en fait, en faisant vraiment attention, on aurait pu s'en passer. Donc en période la plus défavorable pour l'eau, non, on n'a pas eu besoin de... Enfin, on n'aurait pas eu besoin de... Puis il a plu 2-3 fois quand même, donc ça... Ouais. Voilà, il pleut quand même, donc quand il pleut, en fait, ça remplit très vite. Alors c'est vraiment... Il n'y a pas besoin, en fait, d'être raccordé au réseau. Ça prend un petit peu de place pour le réservoir à l'intérieur. C'est un petit peu de gestion en plus, mais franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors en fait, je me rends compte que c'est beaucoup les mêmes questions, et notamment au niveau ou de la chaleur ou de l'autonomie en eau ou en électricité. Donc je pense qu'on a déjà pratiquement répondu à tout. Il y a Gaël qui nous demande comment est-ce qu'on fait pour gérer les très fortes chaleurs. Donc on a déjà répondu à ce niveau-là. Il y a Léo qui nous demande justement avec les grandes baies vitrées, est-ce qu'on n'a pas trop chaud? Pareil. Donc oui, effectivement, on a un peu chaud, mais on fait avec. Et puis on peut mettre des rideaux comme dit. Et effectivement, on s'adapte. Et non, Léo, le poids des rideaux ne serait pas trop problématique pour la tiny. Et c'est à peu près tout. Je pense que j'en ai loupé quelques-unes, mais de toute manière on va refaire ce type de vidéo d'ici quelques mois quand on aura plein de nouvelles choses à vous dire, et je pense que là on en a oublié une quantité astronomique, mais du coup ouais, on le refera et ce sera peut-être l'occasion de poser. D'ailleurs tiens, posez-moi vos questions en description de cette vidéo, si elles sont assez variées, du coup on pourra y répondre assez rapidement si on a beaucoup. Et c'est bien qu'on termine cette vidéo quand le soleil se couche tout juste. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelques petites astuces, petits conseils. On n'a pas abordé énormément de choses, mais c'est déjà pas mal, sinon la vidéo aurait fait des heures. Et je pense que de toute manière, je détaillerai chaque aspect dans une vidéo à part entière pour pouvoir vraiment se focaliser sur un sujet en particulier. N'hésitez pas à aimer cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos du coup qui suivront, à partager, et moi je vous dis, et on vous dit, voilà.
À très bientôt, à bientôt pour du nouveau contenu. À bientôt.